Parfait. Donc, rebonjour. Ça fait plaisir d'être un peu plus proche, un peu moins sur la plateforme et de pouvoir vous parler, en fait, du volet. Quand j'ai présenté que j'avais trois grands chapeaux, alors je vous parle du deuxième, celui sur le trauma complexe. Et ce que je fais justement dans les CIUS et les CIS, alors dans votre question avec les autres partenaires, puis en voyant la diversité ici aujourd'hui, bien, en fait, j'espère là, que ça peut vous parler justement dans le type d'intervention qu'on essaie de faciliter, l'implantation, avec beaucoup de défis aussi, puis j'aurai la chance de vous en parler. Donc, je vais vous parler d'un programme qu'on dit un trauma, sensible au trauma ou qui focus sur les traumas. Ça n'a pas l'air très positif dit comme ça, mais en fait, c'est vraiment dans cette idée qu'on veut amener les milieux d'intervention à aller au-delà du comportement. Alors, nos jeunes dans nos milieux, ils sont là parce qu'ils sont perturbateurs, parce qu'ils ne réussissent pas à l'école, parce qu'ils sont oppositionnels. On a toutes sortes d'étiquettes qu'on leur donne pour mentionner à quel point ce sont des jeunes qui ne sont pas bien arrimés avec les attentes comportementales. Puis en fait, cette idée d'une approche sensible au trauma, c'est justement, tout se dit dans cette image de l'iceberg, c'est-à-dire qu'on veut vraiment s'assurer que nos services vont aller au-delà du comportement. On va se demander, mais ce jeune-là, il est oppositionnel, pourquoi? Ce jeune-là, il se désorganise à l'école, pourquoi? Donc, vous voyez à quel point, dans cette petite question qui a l'air très simple, un changement de culture quand même assez grand, il faut se le dire. On a des systèmes très punitifs, on a des systèmes qui mettent beaucoup le blâme sur les enfants, surtout lorsqu'ils arrivent adolescents et qu'ils deviennent plus perturbateurs. On a tendance à leur remettre la responsabilité de leur mauvais comportement plutôt que de chercher à comprendre, mais c'est quoi l'histoire de vie de cet enfant-là? Pourquoi il en est venu à ce point de ne pas réussir à pouvoir cadrer avec les attentes comportementales? Donc, c'est une réalité. Notre loi de la protection de la jeunesse est d'ailleurs très éloquente à ce sujet. On a la possibilité de prendre sous notre responsabilité des enfants pour troubles de comportement. Alors, sous cette étiquette, bien, ce qu'on dit à l'enfant, c'est que c'est lui qui n'agit pas comme il faut. Bien sûr, ensuite, qu'est-ce qu'on en fait de cette étiquette? Comment est-ce qu'on regarde l'iceberg au complet? Devient la question fondamentale. Le comportement est là, tout comme le dessus du iceberg existe. On ne peut pas nier que le mauvais comportement ou le comportement problématique est présent, mais est-ce qu'on s'attarde aussi à tout ce qu'il y a en dessous? Alors, c'est la base d'une approche basée sur le trauma et on essaie de faire vivre donc dans les milieux centres jeunesse, en particulier avec les familles d'accueil qui se retrouvent à avoir des enfants sous leur charge, sous leur responsabilité, pour lesquels ils ont très peu d'informations. Le iceberg ne leur est pas communiqué du tout. Ça a été vraiment un grand choc pour moi parce que moi, je suis maman, j'ai 3 enfants, puis il me semble que c'est parce que je comprends beaucoup de ce qui est en dessous là, que je peux des fois avoir une lunette un peu plus empathique ou essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Alors, en me mettant dans la peau d'une famille d'accueil qui reçoit chez elle un enfant avec vraiment aucune information en raison du respect à la confidentialité, mais donc qui ne sait pas du tout d'où vient cet enfant, puis peut ne pas comprendre pourquoi l'enfant refuse de prendre un bain, pourquoi il devient tout désorganisé aux heures du souper, aux heures du coucher. Donc, vraiment, on voit que c'est un milieu, c'est un contexte qui n'est pas facile pour eux et j'ai beaucoup de compassion pour le travail qu'ils font. Mais c'est la même chose aussi pour les autres personnes avec qui on travaille, qui sont les éducateurs et les professionnels dans les centres de réadaptation et dans les foyers de groupe. Là encore, c'est des systèmes pas faciles. Je suis beaucoup dans les milieux, je collabore avec les équipes. Puis des fois, j'entends le contexte de travail des personnes que je côtoie qui ont des fois 2 personnes sur le plancher pour 12, 14 jeunes qui ont tous des besoins un pour un, puis ils doivent faire des miracles là, à travers tout ça. Alors, c'est vraiment ce qui m'a motivée à vouloir regarder des approches sensibles autrement, en me disant, est-ce qu'on peut faire mieux avec les ressources qu'on a, ressources qu'on sait toutes manquantes, mais est-ce qu'on peut faire quelque chose avec une lunette un peu plus holistique, un peu plus complète sur les besoins de ces enfants? Alors, c'est ça le but d'une approche basée sur le trauma, puis c'est ça que je voulais vous partager.
Puis je suis certaine que ça correspond beaucoup quand on pense justement au modèle en pédiatrie sociale ou les approches que mes collègues vont vous partager. C'est aussi parce qu'on essaie de regarder l'enfant dans son ensemble. Donc, on essaie de s'assurer qu'on ne va pas juste mettre des étiquettes. C'est un jeune avec un trouble de la conduite. Mais oui, c'est un jeune qui a un trouble de la conduite selon le DSM-5, là, mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'on sait de ce jeune-là? Qu'est-ce qu'il y a dessous? Qu'est-ce qu'on peut comprendre plutôt que d'avoir des étiquettes qui sont parfois très stigmatisantes, qui, encore une fois, portent le blâme beaucoup sur le jeune plutôt que sur un aspect plus systémique ou plus développemental. Alors, une approche basée sur le trauma va reconnaître que même quand on ne le sait pas, parce que la réalité, c'est que les jeunes ne vont pas ouvrir leur sac à dos avec nous à la première rencontre en nous disant, bon, pour que tu me comprennes bien, là, puis pourquoi je suis oppositionnelle, voici ce que j'ai vécu. Ça ne fonctionne pas comme ça, puis vous le savez très bien. Donc, on se retrouve à être dans le non connu. On soupçonne, on se demande, on est toujours en questionnement, mais est-ce que vraiment ce jeune a vécu tel ou tel événement traumatique? Même si on leur passait des questionnaires, il faut vraiment un lien de confiance pour qu'on puisse avoir accès à cette information. Puis même peut-être on les mettrait en danger en posant trop des questions directes qui les mettraient là, dans un état de vulnérabilité. Alors, on prend juste pour acquis que lorsqu'on travaille avec des populations, de façon générale, de toute façon, parce que c'est très prévalent, là, les événements traumatiques, mais encore plus avec des populations plus vulnérables, que même si on ne le sait pas, ce sont des jeunes qui ont sûrement des trajectoires avec des événements de vie adverses, difficiles. Et on va prendre aussi pour acquis que parce que ce sont des traumatismes relationnels, parce que ce sont des traumatismes qui ont été vécus dans des liens qui étaient importants, d'établir un lien thérapeutique, une alliance va être difficile. On va le prendre tout de suite pour acquis. Comme ça, on va arrêter comme de se battre contre un inconnu là, qui n'est pas vraiment mentionné. Ce n'est pas facile. Parmi toutes les professions qui ont été mentionnées, on compte tous sur une bonne relation avec le jeune pour pouvoir faire quelque chose. Mais ce jeune a 1000 raisons pour ne pas avoir confiance en vous, tout comme d'autres adultes ont malheureusement bafoué sa confiance à plusieurs égards. Alors, c'est presque un très bon mécanisme de protection que de ne pas vouloir établir des liens de confiance. Il faut valoriser ça, que c'est parce que ça s'inscrit dans son histoire. Alors, vous voyez, une approche basée sur le trauma, en fait, ça se résume à ça. Alors, qu'est-ce qu'on en a fait, nous? On était intéressé à un modèle d'intervention qui s'appelle ARC. Donc, ARC pour attachement, régulation et compétence. Ça tombe bien parce que c'est le même acronyme en anglais. Alors, ça, c'était parfait. C'est un livre que vous pouvez trouver sur Amazon. Donc, ce n'est pas un modèle que moi, j'ai développé, mais il n'avait pas vraiment... il n'était pas prévalent ici au Québec dans les milieux parce que, bon, la barrière de la langue, entre autres, mais aussi parce que c'est un modèle qui n'est pas clé en main. C'est un modèle unificateur. Ça nous pousse à réfléchir aux enfants d'une autre manière à travers 10 types d'interventions. Je vais vous les présenter. Mais surtout, ça vise à aider les jeunes à développer leur source de résilience à travers l'attachement, leur redonner confiance, qu'il y a certains adultes qui ont peut-être bafoué leurs droits, leur dignité, mais il y a d'autres adultes et peut-être d'autres jeunes aussi dans leur communauté qui sont dignes de confiance et de leur permettre d'avoir des succès dans les relations qui vont leur permettre de croire que c'est possible. Alors ça, c'est vraiment le bloc sûrement le plus important. Le deuxième, c'est de les amener à pouvoir aussi développer des stratégies pour mieux réguler leurs affects. Alors, de s'assurer vraiment qu'on a une possibilité qu'ils soient plus en mesure d'identifier, de moduler, d'exprimer leurs émotions. Et le dernier, c'est de développer leurs compétences. Alors, c'est toujours très important. Puis, je vous les présente rapidement, en fait. C'est 10 blocs. Puis, si vous êtes intéressé par le modèle en tant que tel, ça me fera plaisir de pouvoir vous le présenter. Mais on va vraiment travailler 10 blocs pour développer l'attachement, pour développer la régulation des affects et les compétences. Et je vais vraiment, là, ça me fera plaisir d'aller plus en détail avec vous, mais simplement pour vous montrer que l'enfant victime est toujours toujours la personne cible. C'est toujours lui qu'on veut aider. Mais c'est possible qu'on travaille avec des groupes d'enfants ou des enfants individuels. Peut-être qu'on va juste aider les familles d'accueil. Peut-être qu'on va aider les éducateurs en centre de réadaptation. Donc, bref, on peut avoir différentes cibles, toujours pour aider l'enfant victime de traumatisme. Et je ne vais pas vous présenter la vignette en tant que telle parce que ça va très vite, mais
je vais avoir 5 minutes de questions, alors on pourra aller plus en détail. Mais c'est un modèle clinique qui nous permet d'évaluer où sont les cibles les plus importantes d'intervention avec un jeune. Donc, par exemple, est-ce que c'est parce que ce jeune-là, sa routine est très chaotique? Je vous donne des exemples. Dans le fond, je vais prendre celui-là parce que c'est celui, souvent, on me dit, ben ça, c'est comme un peu parent 101, tu sais, c'est un peu... c'est tellement concret, mais en fait, c'est souvent ce qui est le plus difficile à mettre en place pour que le jeune vraiment ait un sentiment de sécurité profondément dans la routine qu'on établit pour lui. Alors, dans le cas que j'allais vous présenter, le petit Jérémy, 14 ans, complètement désorganisé, délinquant, qui fait des vols, des menaces. Le jeune adolescent là, qui est étiqueté déjà là, comme étant fort problématique, mais on réalise que dans sa routine, c'est un jeune qui n'est pas capable de s'endormir, qui va se taper la tête sur les murs tellement il ne sait pas comment amener son niveau à descendre. C'est un jeune où la guerre prend avec la famille d'accueil dès qu'il y a des devoirs, un jeune qui n'aime pas l'école. Et on va trouver des stratégies en identifiant que c'est un bloc important. On revient à la source. Puis au lieu de se dire c'est un jeune de 14 ans qui devrait être capable de faire ça tout seul depuis longtemps, là, on va aller le rejoindre là où ses besoins sont. Peut-être que dans la routine, c'est un jeune qui a besoin qu'on ramène ça à l'âge de 6 ans, à l'âge de 8 ans, parce que quand il y avait 6 ans et 8 ans, bien, il n'y a personne qui était là pour l'aider, ou il y avait des gens, mais moins bien équipés. Alors, on va vraiment tenter, dans un sens clinique, de trouver où sont vraiment les zones à développer pour lui à travers les 10 blocs d'intervention. Donc, c'est ça qu'on fait avec les familles d'accueil et aussi en centre de réadaptation dans 9 CIUS et 6 de la région du Québec. Alors, voilà. Ah, merci beaucoup. Ça me permet vraiment de pouvoir revenir. Est-ce que c'est toi qu'il faut que... Juste un petit rappel, vous pouvez poser des questions pendant les présentations aussi. Là, on en a une, on peut partir avec ça? Oui, c'est ça. Je peux déjà répondre à celle-ci, puis je vous répondrai tout de suite après. Alors, il n'y a pas un ordre chronologique pour les 10 cibles d'intervention parce que ce n'est pas un modèle, donc, manualisé où on doit, disons, comme graduer d'un niveau à un autre pour passer. Par contre, il y a une certaine logique à penser que très souvent, malheureusement, on veut que les jeunes développent leurs compétences vite, vite, vite. Mais on ne s'est pas assuré que les liens d'attachement sont un peu plus stabilisés. Ou on veut qu'ils développent la régulation des affects, mais ils ont confiance en personne. Alors, les 10 cibles d'intervention, elles sont légèrement interchangeables, mais il y a une logique à vouloir travailler d'abord l'attachement, faire un petit bout à travers tout ça. Ensuite, permettre à l'enfant de développer des capacités de résilience, puis peut-être éventuellement aller vers les compétences. Mais donc, ce n'est pas en stade, ce n'est pas obligé, ce n'est pas rigide comme ça. C'est vraiment un modèle très fluide qui s'adapte très bien. Docteur Julien dit souvent, c'est exactement ça qu'on fait. Alors, c'est comme une reconnaissance qu'effectivement, c'est juste une façon de le positionner. Mais les principes, je pense, sont vraiment très similaires avec une approche proche de l'enfant et de sa famille, tout comme celle de la pédiatrie sociale. Le modèle ARC, c'est celui qu'on a choisi parce qu'il correspondait le mieux à ce qu'on cherchait à faire dans un contexte non psychothérapeutique. Alors, parce qu'il y a d'autres modèles en psychothérapie qui existent pour traiter les séquelles chez les enfants victimes de traumas complexes, celui-là était très systémique. Ça donne l'impression que celui dont vous parlez, qui doit vraiment avoir des résonances très similaires, est aussi à un niveau systémique. Alors non, il n'y a aucun gouvernement qui attend les résultats de mes recherches. Par contre, le fait qu'il y ait 9 CIUS et 6 à travers la province, vous pouvez vous imaginer que c'est parce qu'il y a un grand intérêt à ce que ce type de modèle, qui n'est pas très coûteux, là je reviens à mon autre troisième volet que j'aime beaucoup, mais ce n'est pas très coûteux. On ne parle pas de ressources externes très spécialisées, on parle de pouvoir travailler avec les gens du milieu pour que cette approche plus punitive, avec une lunette où on veut beaucoup blâmer les jeunes ou les responsabiliser, hein, ça c'est vraiment un terme qu'on entend souvent, qu'on vienne aussi mettre un peu plus de nuances à travers tout ça. Et nous, on le fait. Dans les écoles, ça commence tout juste. Il y a l'adaptation du modèle ARC aussi avec l'approche soutien au comportement positif, qui est une approche très scolaire, qui a été mariée. Si vous êtes intéressé, je peux vous envoyer ça. C'est intéressant comment ils ont essayé de mettre une approche très scolaire, éducative, avec une mission école, avec une approche comme celle-ci. Mais donc, c'est tout à fait en émergence. Que je peux répondre
Absolument. Comment intégrer le parent dans ce type d'intervention? En fait, le modèle ARC, moi, je ne l'ai pas implanté avec les parents biologiques, mais par contre, il a été développé à la base pour pouvoir aussi s'implanter avec le parent biologique et même de pouvoir prendre en considération l'aspect intergénérationnel, c'est-à-dire que beaucoup de ces parents auraient eu besoin de ARC ou d'un autre programme ou d'un autre service avant de devenir parents eux-mêmes. Alors, on peut utiliser les mêmes 10 cibles d'intervention, mais à ce moment-ci, il va falloir prendre en considération que le parent lui-même, peut-être que la routine, c'est très difficile et qu'il y a des écueils. Alors, le niveau va être différent, l'adaptation, mais les 10 cibles peuvent être poursuivies de la même façon avec des parents biologiques. C'est juste que ma capacité à pouvoir étendre ce modèle est arrivé à un mur, là, éventuellement, parce que c'est déjà beaucoup de milieux. Mais si certains d'entre vous sont intéressés à ce qu'on puisse collaborer là-dessus, ça me ferait plaisir, parce que le modèle vraiment se veut aussi une réponse aux besoins des parents biologiques. Alors, ça serait tout à fait une possibilité.